Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va laisser Disney de côté pour s'intéresser à un autre de mes penchants, plus déviant, mais promis ça n'a rien à voir avec la reconversion de Michel Houellebecq dans le porno, même si ça concerne un autre monsieur qui a tourné les fesses à l'air et aime bien faire tomber la chemise. On va se pencher aujourd'hui sur Sylvester Stallone et plus précisément le film Cliffhanger sorti en 1993. Alors, je sais que ça peut paraître un peu étrange de consacrer une vidéo à ce film en particulier, parce que c'est ni le meilleur film d'action avec Stallone, ni un film vraiment incontournable des années 90, comme peuvent l'être Mission Impossible, Point Break ou Bad Boys. Il n'empêche que Cliffhanger reste un super actionneur shooté à l'adrénaline avec une super bande originale. Mais, plus important encore, c'est un film qui occupe une place bien spéciale dans la filmographie de son acteur et qui raconte tout plein de choses à propos de l'industrie américaine en pleine mutation. Et pour bien comprendre pourquoi Cliffhanger se démarque autant dans la carrière de Stallone, il faut rembobiner un peu et revenir à la première moitié des années 80, à l'époque où l'acteur était au top de sa popularité après les cultissimes Rocky 3 et 4, Rambo 1 et 2, et pour immortaliser sa gloire, son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Bref, à cette période, Stallone courait sur une voie pavée d'or, de quoi oublier ou pardonner ses goûts un peu plus douteux pour les navets qu'il a par exemple cultivés avec New York Cowboy. En fait, dès le premier Rocky en 1976, le public américain avait trouvé en Stallone un nouveau héros auquel se raccrocher. Il faut dire que la première moitié de la décennie n'avait pas été tendre entre la fin des 30 glorieuses, la défaite au Vietnam, les chocs pétroliers et la récession économique, ou encore le scandale du Watergate, qui ont nourri un climat de défiance et de rancœur. Au milieu de ce bon gros coup de blues général et de c'était mieux avant, le personnage de Rocky Balboa s'est imposé comme celui qui refaçonne à la sueur de son front certains mythes fondateurs des États-Unis qui avaient pris bien cher, notamment les valeurs de la méritocratie et du self-made man. Comprenez l'homme de classe populaire qui s'est fait tout seul à force d'endurance et de détermination pour dépasser sa condition, devenir un être extraordinaire et accomplir de très grandes choses. Donc après avoir réincarné le rêve américain à travers Rocky dans les années 70, Stallone a cristallisé dans les années 80 toutes les tensions et les frustrations du pays à travers le personnage de Rambo, l'autre héros iconique du cinéma américain et icône de la pop culture. First Blood. En jouant un ancien béret vert traumatisé, Stallone s'est transformé en parfait prototype de ce qu'on a appelé le héros reaganien, c'est-à-dire un protagoniste fort en adéquation avec l'idéologie politique plutôt conservatrice et masculiniste, véhiculée par Ronald Reagan dès le début des années 80. Rambo est donc un ancien héros de guerre déchu qui ne digère pas la défaite au Vietnam et l'impute au gouvernement de l'époque, exaltant ainsi la grogne et l'esprit contestataire de l'époque. Pour le public, Stallone incarnait à ce moment précis le super-héros patriotique et le super mal alpha, celui qui sauve l'Amérique de son déclin et des dangers qui l'entourent, au hasard le communisme. Ce qui fait qu'en 1985, on a eu la vision revancharde de Rambo 2, avec Rambo qui retourne au Vietnam pour en gros refaire une guerre et la gagner, et de l'autre côté Rocky 4 qui est le versant plus naïf et utopiste avec Rocky qui se bat contre un mammouth soviétique et finit par réconcilier les deux peuples ennemis après avoir foutu une branlée à son adversaire et prouver que c'est lui le plus fort, bien évidemment. In the wake of this, a phenomenon called Rambo Mania has developed, with the muscle-bound warrior becoming America's latest pop hero. Stallone collait donc à une vision bien définie du héros de cinéma d'action américain, un cinéma dont il a d'ailleurs tracé les contours. C'était l'idéal d'une époque et l'incarnation d'un réveil patriotique après la méchante gueule de bois des années 70. Mais cette figure-là a toujours été changeante et le cinéma d'action a connu tout plein de mutations dès la seconde moitié des années 80, c'est-à-dire quelques années avant l'effondrement de l'URSS et la fin de la guerre froide. Et vu que les transformations au sein d'un genre ou de l'industrie cinématographique vont souvent de pair avec le contexte social et politique dans lequel ils s'inscrivent, c'est aussi à ce moment-là que les préoccupations des héros d'action ont commencé à changer. Même si on trouve toujours des contre-exemples et que rien n'est jamais parfaitement homogène, l'idéal masculin a commencé à bouger et à se tordre avec des acteurs au physique moins titanesques, des protagonistes plus quelconques, dans le sens où ce sont plus des soldats surentraînés ou des boxeurs en adamantium, et qu'ils n'ont plus pour passion de trouer du communiste en brandissant un drapeau américain. Ils sont plus réalistes, avec plein de guillemets, et s'intéressent plus à reconstruire leur famille ou leur couple qu'à sauver leur pays.
Et tout ça découle évidemment de l'émergence de nouvelles stars et de nouveaux films d'action cultes, à commencer par Bruce Willis dans Piège de cristal qui a initié ce tournant en éclipsant Rocky III qui était un objet déjà obsolète qui s'opposait à ces nouveaux standards plus apolitiques avec là encore d'énormes guillemets. Et parmi les nouveaux venus, on peut aussi citer Keanu Reeves avec Point Break ou même Danny Glover dans Predator 2 qui contraste nettement avec la stature assurée et dominante des Stallone et Schwarzenegger. J'en profite d'ailleurs pour ouvrir une parenthèse et vous recommander d'aller regarder la super vidéo d'Antoine sur le sujet. Voilà, on peut donc revenir au début des années 90 où le monde a bien changé, tout comme l'industrie et les attentes du public. Sauf que Stallone, lui, il a du mal à s'éloigner de la figure du soldat martyr et de l'outsider qui l'ont porté au sommet. Il a du mal à changer d'image et à s'adapter à ce nouvel environnement hollywoodien dans lequel il ne se reconnaît plus, même si c'est pas faute d'avoir essayé. Dès 1987, il s'est lancé dans une espèce d'opération de restauration de carrière avec le film Over the Top, dans lequel il s'est donné une image plus noble de gentil papa muscle. Mais le film a été un échec critique et commercial cuisant, le premier d'une longue série et traversée du désert. Avec Tango et Cash, il a encore voulu casser son image de G.I. Joe qui grogne, avec un look plus raffiné, un costume cravate et des lunettes rondes pour un peu intellectualiser son personnage avant qu'il renfile le débardeur pour taper des gens. C'est aussi une des premières fois que Stallone faisait une entorse à son ego en partageant l'affiche avec un autre acteur célèbre, Kurt Russell, qui était déjà connu pour The Thing ou New York 1997 entre autres. Et si le film a été réévalué et est devenu culte avec le temps, sur le moment c'était surtout une belle déception au box-office, tout comme Rocky V dont l'existence a pour seul mérite d'avoir poussé Stallone à faire Rocky Balboa pour conclure la saga qui méritait beaucoup mieux que ça. Pour mettre plus de chance de son côté, ou s'en donner le moins possible, on peut vraiment voir ça dans les deux sens, Stallone est ensuite allé chercher du côté d'un registre quasi inédit pour lui, la comédie. Sa première vraie tentative, ça a été avec L'embrouille est dans le sac, une comédie aux proportions criminelles, et c'est pas moi qui le dis, mais l'affiche. Il joue cette fois un gangster en carton et en quête de rédemption qui porte des costumes italiens de luxe dans un truc très gênant et ennuyeux. Et c'est d'ailleurs une belle régression pour lui après qu'il ait été cantonné au petit rôle de malfrat à son début de carrière. En plus, c'était une roue de secours parce que le réalisateur John Landis voulait Al Pacino au départ. Bref, il n'y a rien à garder de ce film, sauf peut-être le générique en stop motion au début avec la marionnette qui chante de l'opéra. Et puis après, il y a eu Arrête ou ma mère va tirer. Stop. I'm a mobile shoot. Une autre comédie bien débile qui n'est même pas assez loufoque pour être drôle, sauf peut-être quand Stallone décharge son flingue en portant une couche géante. En fait, le plus tordant avec ce film, c'est surtout l'anecdote qu'il y a autour. À ce moment-là, le grand rival et némésis de Stallone, c'était Arnold Schwarzenegger, son Ivan Drago à lui dans la vraie vie. Et c'est aussi lui qui l'a poussé à accepter le rôle et uniquement par ruse. En fait, il a laissé courir le bruit qu'il voulait prendre ce rôle principal et Stallone s'est jeté dessus sans réfléchir en croyant le doubler. C'est pour ça j'en suis sûre que le personnage de Stallone tacle à un moment Terminator et sa réplique « I will be back », mais bon, c'était de bonne guerre. Je reviendrai. Oh merde, non s'il te plaît. À quoi, je t'ai pas fait honte? Mais si tu m'as fait honte. Tous les flics disent ça. Mais non, les flics disent pas ça, c'est Terminator qui dit ça, pas les flics. Toujours est-il que c'était l'échec de trop. Stallone n'était plus cool, ou plutôt ce qu'il incarnait ne l'était plus, contrairement à Arnold Schwarzenegger qui a vite lâché les commandos et Conan et a judicieusement participé à la déconstruction de son propre mythe et celui du héros réganien dans Predator, puis a continué du côté de la science-fiction avec Total Recall, Terminator 2 et Last Action Hero, qui soulève une réflexion plus méta sur ce qu'incarne l'acteur et ce que symbolise son physique hors norme. Et qu'on aime ou pas, même son virage comique a bien fonctionné, du moins au box-office, avec des titres aujourd'hui cultes, comme Un flic à la maternelle, Jumeaux ou La course aux jouets et Junior un peu après. À ce stade, il fallait donc un alignement d'étoiles pour remettre Stallone dans la course, et c'est bien en fait un concours de circonstances qui a permis à Cliffhanger de voir le jour et à l'acteur de renouer avec le succès. Au début des années 90, il était en contrat avec Carolco Pictures et était attaché à 3 projets qui se sont tous cassés la gueule, dont un qui s'appelait Gale Force et qui était présenté comme un die-hard dans un ouragan avec des pirates modernes. Et il devait être réalisé par nul autre que Renny Harlin, le réalisateur de 58 minutes pour vivre, la suite de Piège de cristal. Bruce Willis, 58 minutes pour vivre. Et même si imaginer Stallone marcher en débardeur à contrevent dans des ouragans pour péter des pirates est assez plaisant, l'abandon du film était clairement un mal pour un bien puisque les deux hommes se sont ensuite rabattus sur Cliffhanger, qui était le vaisseau tout trouvé pour le retour d'un Stallone triomphant sur le devant de la scène, en plus de lui permettre de se réinvestir derrière la caméra à l'écriture de scénario, ce qu'il n'avait pas fait depuis Rocky V.
Stallone s'est donc attaché à ce projet qui lui permettait de revenir dans une certaine zone de confort, de l'action pure et dure, tout en incarnant un personnage intermédiaire que je vois comme une sorte de passerelle entre la figure bourrine et ringarde de Rambo 3 et celle plus sage et déconstruite, si j'ose dire, de Copeland qui lui permettra de rebondir du moins un temps. Dans Cliffhanger, Stallone incarne donc Gabe Walker, un alpiniste chevronné qui a dû filer des sueurs froides à Tom Cruise et à travers lequel on retrouve bien les nouveaux standards du héros d'action à la John McClane, celui qui mène une vie presque ordinaire, enfin si on considère que sauver des gens en montagne le soit, c'est le bon gars qui n'avait rien demandé à personne, qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment avant que la situation lui échappe. On a donc fait un pas de côté par rapport aux soldats qui mangent de l'ours au petit déjeuner ou aux sportifs incassables made in America. Au départ, on est plutôt sur un pauvre bougre qui essaie de sauver ses fesses et celles de ses proches et qui est obligé de tuer un à un tous les criminels qui le prennent en chasse. Et plutôt que de les éventrer puis les étrangler avec leurs propres boyaux comme le ferait un Rambo de mauvais poil, Gabe Walker s'apparente là encore davantage à un John McClane, c'est-à-dire un héros un poil sarcastique et plus malin qui piège ses ennemis et garde un coup d'avance sur eux sans y avoir été entraîné. C'est aussi pour Stallone le retour à un personnage cassé et vulnérable avec cette scène d'introduction qui, en plus d'être un véritable cauchemar pour tous les acrophobes, présente avec brio le trauma originel du personnage qui rumine cet échec et ne parvient pas à avancer. Stallone connaît d'ailleurs bien ce genre de personnage entravé et faillible depuis Rocky et Rambo, qui certes sont des montagnes de muscles mais sont aussi avant tout des personnages profondément dramatiques et cassés. Et comme souvent dans les films de Stallone, on peut aussi y voir une dimension plus méta avec ce héros déchu et démoralisé qui doit regagner confiance en lui et refaire ses preuves pour retrouver le respect de son entourage. Autrement dit, du 100% sur mesure pour lui. Mais Cliffhanger n'est pas qu'un produit calibré des années 90, c'est surtout un film bipolaire qui flirte lourdement avec les codes des années 80. Et si on peut voir ça comme le défaut majeur du film, c'est surtout ce qui, à mon sens, le rend aussi intéressant à analyser et plaisant à regarder. Dans Cliffhanger, Stallone n'oublie pas de faire du Stallone, remettant en avant un certain culte du corps, un corps bodybuildé qui équivaut à la combativité d'un personnage qui n'est pas si ordinaire que ça tout compte fait. Rien que sur l'affiche, les muscles saillants de Stallone sont mis à l'honneur, avec une tenue fort peu pratique en altitude, tout comme le caractère exceptionnel de Gabe Walker qui s'accroche à une falaise à main nue ou fait le cochon pendu à plusieurs centaines de mètres au-dessus du vide. C'est aussi le gars qui a toujours une réplique cool à balancer, et ma préférée c'est quand il fait cramer des liasses de billets et qui dit « ça coûte cher de se chauffer aujourd'hui », ça vieillit super bien. Ça vient cher de se chauffer aujourd'hui. Il encaisse aussi à peu près tout et n'importe quoi, il fait de l'escalade à main nue en t-shirt par des températures glaciales en frôlant plus le rhume que l'hypothermie, il se relève quand on le tabasse, il se bat vaillamment pour sauver son ami et son ex, il résiste aux blessures, aux avalanches et même à une attaque de chauve-souris, bref, la suspension d'incrédulité est mise à rude épreuve. On peut aussi s'arrêter 2 secondes sur cette scène dans la grotte avec le méchant psychotique qui dit des trucs de méchant et sort son gros couteau, mais qui dans un retournement totalement inattendu finit empalé sur un stalactite après avoir été soulevé à bout de bras par Stallone. Voilà, c'est du barbare labellisé Rambo avec la gerbe de sang et la grimace de l'acteur pour compléter la panoplie. De l'autre côté, on a aussi l'ADN des années 90 avec les méchants criminels à tendance terroriste qui veulent des mallettes de cash, tous totalement psychotiques et tellement méchants qu'ils se flinguent même entre eux. Leur chef est d'ailleurs incarné par l'excellent John Lithgow qui commençait à être abonné au rôle de méchant après Blowout, Ricochet et L'Esprit de Caïn. Cette dimension grandiloquente et hyperbolique a pris des proportions démesurées dans la première bande-annonce qui a monté ses images sur le Requiem de Mozart, avec notamment un plan de Stallone qui fait un saut de plusieurs dizaines de mètres façon Spirit ou super-héros. D'ailleurs, au moment de la présentation de cette bande-annonce, le public a tellement rigolé face à l'énormité de la scène qu'elle a été modifiée pour que Gabe déballe en fait une pente et se fasse un peu bobo à la place. Même s'il y avait une volonté, quelque part, de rester réaliste et plus terre-à-terre, on retrouve cette démesure tout le long du film qui ambitionne d'en mettre plein les yeux plutôt que de chercher à maintenir une quelconque crédibilité, qui de toute façon vole en éclats dès la scène d'ouverture. À partir de ce moment, le scénario enchaîne les séquences spectaculaires, la plus célèbre étant le passage en tyrolienne entre 2 avions en vol à plus de 4000 mètres d'altitude et qui est entré dans le Guinness des records comme étant à ce moment la cascade la plus chère jamais réalisée, avec une facture d'1 million de dollars que Stallone a pris de sa poche. Et c'était aussi une des plus dangereuses, à tel point qu'il a fallu que le cascadeur Simon Crane la tourne aux États-Unis et pas en Europe, où c'était pas légal à cause du manque de sécurité.
Bon, plus globalement, le tournage qui s'est déroulé en Italie a été un calvaire entre les incidents techniques à cause du froid, les blessures, dont Stallone qui s'est cassé la main et a failli se noyer, les techniciens frappés par la foudre ou la mort tragique de Wolfgang Gulich, un grimpeur allemand qui avait été engagé comme consultant et doublure de Stallone et qui a été victime d'un accident de la route après le tournage. Pour résumer, Renny Harlin a livré un autre film d'action ultra spectaculaire avant que Mission Impossible investisse le terrain. Cliffhanger coche toutes les cases attendues et plus encore entre la chute libre, le crash d'avion, l'escalade périlleuse, les fusillades, les combats au corps à corps, le pont suspendu et le combat final sur un hélicoptère à flanc de montagne. Le budget très confortable de 70 millions de dollars hors frais marketing a permis des effets visuels de très bonne facture et des prises de vue très belles dans les Dolomites italiennes pour bien souligner l'hostilité du cadre, créer le vertige avec des vues plongeantes qui piquent le bout des doigts, mais aussi accentuer la solitude des personnages totalement livrés à eux-mêmes. Cliffhanger met l'action dans un bel écrin, offre du grand spectacle et verse dans une démesure à la hauteur de sa tête d'affiche. Et le mieux, c'est que cet entre-deux a payé. Après sa présentation hors sélection à Cannes, le film a fait son chemin au box-office avec des recettes mondiales à plus de 255 millions de dollars, faisant de Cliffhanger le plus gros succès commercial de la décennie pour Stallone, qui a pu profiter d'un moment de répit avant l'échec très injuste de Demolition Man et celui beaucoup moins injuste de Judge Dredd. Évidemment, après le succès, Carol Coe Pictures et TriStar Pictures, le distributeur, ont pensé à remettre une pièce dans la machine et ont donc discuté d'une possible suite et une première idée a germé, pitchée comme une sorte de Die Hard près d'un barrage, avec Gabe Walker qui combat des terroristes. Mais cette idée n'est jamais allée plus loin et la suite n'est jamais sortie, et vraiment tant mieux. Comme ça, Cliffhanger reste un petit miracle, un impressionnant monstre à deux têtes, pour le meilleur et pour le pire, mais vraiment beaucoup plus pour le meilleur à mes yeux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, mais avant, vous connaissez le refrain, Écran Large a besoin de votre soutien. Si vous voulez et que vous pouvez nous aider, en échange de quelques euros, on propose sur le site un abonnement qui vous donne droit à quelques privilèges, comme des dossiers qui reviennent sur d'autres films plus ou moins cultes, mais toujours très intéressants, comme dernièrement Boogie Nights, The Room ou Sexe, mensonges et vidéos. Le lien vers cet abonnement est en description de la vidéo. Merci et à très bientôt! Stop!